Cela fait déjà quelques semaines que j'ai rejoint les Black Glasses, une espèce d'organisation secrète sur laquelle je ne sais toujours pas grand-chose. Ils m'ont aidé à me familiariser avec l'horreur, un monde dans lequel je pénètre chaque jour un peu plus, mais dont je ne maîtrise pas encore les secrets. Je vous l'avoue, ça me fascine, et grâce aux connaissances que ces gens m'apportent, je fais mes propres expériences. Je visite cette nouvelle dimension et j'en rapporte chaque fois quelque chose de nouveau. J'en rencontre les célébrités, me lie d'amitié avec elles, et chaque jour qui passe, m'y sens un petit peu plus chez moi, même si je ne comprends pas encore pourquoi les Black Glasses m'ont choisi, ni ce qu'ils attendent de moi. En attendant, j'ai moi-même formé une communauté d'adeptes qui me suivent à travers mes vidéos sur internet, et nous sommes de plus en plus nombreux. Dans le but d'apprendre tous ensemble, j'expérimente et j'essaye d'exploiter une nouvelle porte, celle des rêves, et plus particulièrement des cauchemars. Mais depuis peu, je perds le contrôle. Depuis près d'une semaine, je tente de contrôler mes rêves afin de les utiliser comme passerelle entre notre monde et celui de l'horreur, et je dois avouer que je n'y arrive pas très bien. Désormais, je suis victime d'un phénomène connu sous le nom de paralysie du sommeil, et je me fais visiter quasiment chaque nuit par des entités que je n'ai pas forcément invitées et qui ne me semblent guère amicales. Ces créatures utilisent mon trouble du sommeil comme passerelle sur notre monde et notamment sur ma vie, retournant ainsi le passage que j'ai moi-même ouvert contre moi. Et j'avoue que je ne sais pas très bien comment m'en débarrasser. Pour éviter les problèmes, j'ai commencé mes recherches via les informations données par les Black Glasses. Et j'ai trouvé plusieurs films d'horreur qui traitent ce sujet. Voilà donc le résultat de mes recherches en espérant qu'elles aideront d'autres personnes et qu'elles me permettront d'avoir un peu plus de pouvoir sur mes explorations oniriques. Bon, clairement, je ne suis pas médecin, mais laissez-moi vous résumer ce qu'est la paralysie du sommeil, histoire que vous sachiez bien de quoi on parle ici. Il s'agit d'un trouble du sommeil qui peut aussi bien surgir quand on s'endort que quand on se réveille, où l'on est tout à fait conscient mais incapable de faire le moindre mouvement. Ce phénomène s'accompagne souvent d'hallucinations visuelles ou sonores, d'une impression d'étouffement, voire même de la sensation d'une présence malfaisante, et c'est en général perturbant et même terrifiant pour la personne qui le vit. Ce serait dû au fait que le corps de l'individu n'ait pas reçu l'information quant à son réveil, expliquant l'absence prolongée de tonus musculaire qui nous empêche de bouger lorsque l'on rêve, par exemple. Et c'est un trouble plutôt répandu puisqu'à peu près 20% de la population l'aurait subi au moins une fois, particulièrement durant l'adolescence. Mais le plus intéressant avec ce trouble, c'est de se rendre compte qu'il est connu depuis toujours, et ce, dans toutes les cultures. Alors imaginez un peu, lorsque, il y a plusieurs siècles, quelqu'un subissait une paralysie du sommeil, ce que devaient en penser les gens. Dans un grand nombre de folklore, les paralysies du sommeil sont reliées à des esprits, des démons, sorcières ou autres, qui s'en prendraient aux mortels durant leur sommeil.
Ainsi, en Scandinavie ou dans les Flandres, on associe ce trouble à Mar, parfois aussi appelé Mara, un spectre féminin malveillant dont le nom a donné le mot cauchemar dans plusieurs langues, et notamment le nightmare anglais. En France, on parle de cauchemars, qui peuvent prendre la forme de sorcières ou de démons, et dont le nom donnera le fameux mot cauchemar, toujours avec la même racine mar, et qui sera d'ailleurs souvent employé pour désigner la paralysie du sommeil. En Chine, on parle d'un esprit qui écraserait le dormeur pendant son sommeil, appelé Gui Ya Chuang, de même qu'au Japon, où on le surnomme Kanashibari, ou Kardarak en Mongolie, et Daptsog au Laos, et ce peu importe le visage qu'ils prennent. Au Maghreb, on l'associe également au concept de l'homme en noir, parfois appelé Shadow People, mais également à celui de djinn ou de jnoun. Il est appelé Boubarak en Algérie et Baoktat au Maroc. En Turquie, on lui donne simplement le nom de Karabasan, ce qui signifie littéralement l'homme noir, tandis que les Perses l'appellent Batkak. Au Moyen-Âge, en Europe, on associe la paralysie du sommeil aux incubes et aux succubes, et une dimension sexuelle et de possession est alors ajoutée au concept. Si j'ai parlé des Shadow People ou Hommes en Noir, c'est que beaucoup de personnes ayant connu ce trouble à travers le monde et le temps prétendent avoir vu des sortes d'ombres en 3 dimensions les observer, se tenir dans leur chambre, se montrant même parfois menaçantes à leur rencontre. Plusieurs théories existent à ce sujet, comme celle émettant la possibilité d'un croisement entre plusieurs dimensions. De plus, beaucoup de témoignages de gens ayant été enlevés par des extraterrestres, les célèbres petits gris, peuvent également être reliés aux paralysies du sommeil. D'ailleurs, les personnages qui émettent ces témoignages sont souvent dans la même position, allongés, dans l'incapacité de bouger pour fuir ou se défendre, tandis que les aliens leur font subir toutes sortes de traumatismes. Typiquement le genre de sensations qu'éprouvent les victimes de paralysie du sommeil. Des sorcières, des démons, des esprits, des aliens ou des shadow people. Il y a de quoi nourrir l'imagination, en effet, sans compter les impressions de menaces et de danger que les gens ressentent durant la paralysie. Évidemment, le cinéma d'horreur s'en est inspiré, dans plusieurs métrages, comme chaque élément effrayant et en partie incompris connu de l'homme. Mais étrangement, ça a surtout été le cas ces dernières années, durant lesquelles les métrages du genre sont arrivés plus nombreux. J'en ai vu quelques-uns qui me semblent intéressants à traiter aujourd'hui. Tout d'abord, parlons de The Nightmare, de Rodney Asher, qui se veut être un documentaire traitant de la paralysie du sommeil. En réalité, c'est plus un film qui a des allures de documentaire, employant acteurs et effets spéciaux, et qui n'emploie pas une approche scientifique du sujet, mais plutôt ésotérique, si je puis dire, puisqu'ici, nous allons plutôt nous pencher sur les mythes découlant des différentes hallucinations des sujets, et surtout, de nous poser la question sur la véritable nature de ces soi-disant hallucinations. Et si elles étaient réelles? Que veulent ces Shadow People sur lesquels le film revient à de nombreuses reprises? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Le film est divisé en plusieurs chapitres, montant progressivement en tension et en angoisse, au fur et à mesure que les intervenants expliquent des manifestations plus hostiles ou douloureuses. Et le propos du documentaire semble effectivement vouloir nous dire que ces hallucinations sont en fait bien réelles, dans le but de procurer de la peur aux spectateurs, à mon avis. À partir du moment où l'on comprend les intentions du réalisateur, qui ne sont pas tant d'informer et d'expliquer que d'explorer, d'imaginer et d'exploiter les peurs de l'être humain, ce film devient des plus intéressants, et à l'aide du format documentaire, qui est d'ailleurs parfaitement exploité, il arrive même à produire quelques moments assez intenses et surtout à reproduire assez fidèlement ce que l'on ressent lors d'une paralysie du sommeil. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, ce film vous en apprendra beaucoup, que ce soit sur ses conséquences ou sur les mythes qui l'entourent. Et ce ne sont ni les bons effets spéciaux ou jeux d'acteurs, ni la belle photographie ou la qualité des différents témoignages qui me feront mentir. Une décidément bien intelligente et belle manière de mettre ce curieux trouble du sommeil en scène. Dead Awake sort en 2016 et est réalisé par Philippe Guzman, qui a réalisé un autre film sur le thème des troubles du sommeil, Sleep No More, sorti en 2018. Au casting, retrouvons la jolie Jocelyn Donahue, que vous avez déjà pu voir dans l'excellent The House of the Devil, The Last Godfather ou encore dans Insidious 2, ainsi que Jesse Bradford vu dans Romeo plus Juliette ou encore dans W. Ici, nous retrouvons un format plus conventionnel, suivant au départ une jeune femme, Beth, victime d'une paralysie du sommeil particulièrement violente. Alors qu'elle se sent physiquement menacée, personne ne la prend au sérieux et sa sœur jumelle, Kate, lui propose carrément d'arrêter de lutter. Malheureusement, à la suite de ce conseil, on la retrouvera morte. Contactée par un spécialiste du trouble du sommeil qui s'occupait d'elle, Kate apprend que sa sœur était potentiellement poursuivie par un esprit terrifiant, de Hag, une sorte de vieille et hideuse sorcière vivant dans une dimension parallèle à la nôtre. Désormais convaincue, Kate est à son tour tourmentée, de même que plusieurs personnes de leur entourage, et ensemble, ils tentent de trouver un moyen d'échapper à l'emprise de cette monstrueuse sorcière. Ici, nous avons droit à une histoire somme toute assez banale d'individus hantés par un esprit maléfique et qui sont la cible d'une sorte de malédiction. D'après le film, à partir du moment où vous croyez en elle, cette vieille sorcière ne vous lâchera plus et aura de plus en plus de pouvoir sur vous. L'idée de faire de la paralysie du sommeil une espèce de vecteur pour la malédiction est intéressante, et ce trouble prend d'ailleurs une place importante et plutôt bien gérée dans le métrage.
Malheureusement, entre les différentes incohérences et facilités scénaristiques, les jeux d'acteurs parfois approximatifs, une photographie et des lumières proches de celles d'un téléfilm, et surtout une surutilisation de jumpscares poussifs et inefficaces, le film perd un petit peu son spectateur. De plus, sa structure narrative est tout sauf originale. Nous suivons durant le premier quart d'heure un personnage qui sera notre première victime, lançant l'enquête d'un second personnage qui deviendra notre héroïne. Plusieurs autres victimes suivront, rapprochant chaque fois notre protagoniste principal d'une confrontation finale, laquelle sera provoquée par elle-même, décidant d'aller affronter l'ennemi dans sa propre tanière en s'endormant elle-même pour y parvenir. C'est du réchauffé, une structure que vous retrouverez dans un grand nombre de films d'horreur. Au niveau incohérence, il y en a plusieurs, comme le fait que le professeur arrive à sauver Kate en s'endormant volontairement au moment où celle-ci se fait attaquer par la sorcière, ce qui détourne son attention et la pousse à changer de cible. Selon les propres explications du film, il aurait dû être attaqué par une autre sorcière, identique à la première, car elle existe indépendamment pour chaque individu, et il n'aurait donc pas pu sauver Kate à ce moment précis. Et il y en a d'autres, des incohérences du genre, qui gâchent quelque peu un scénario pourtant déjà pas très élaboré. Malgré tout, certaines idées visuelles intéressantes viennent ponctuer l'intrigue et permettront peut-être de vous tenir en haleine durant votre visionnage. Slumber, ou Parasomnie en version française, est un film d'horreur sorti en 2017 réalisé par Jonathan Hopkins, dont c'est le premier long métrage. Au casting, comptons la présence de Maggie Q, connue pour ses nombreuses apparitions dans des films d'action tels que Mission Impossible 3 ou Die Hard 4, ou dans ses rôles dans des séries telles que la regrettée Stalker. Ici, elle joue une hypniatre, une spécialiste du sommeil qui s'occupe principalement d'enfants, vocation qu'elle a depuis que son petit frère a sauté par la fenêtre à la suite d'une sorte de crise de somnambulisme lorsqu'il n'était encore que des bambins, ce qui lui a évidemment laissé une sorte de traumatisme. Elle fera la connaissance d'une famille dont les enfants sont victimes de paralysie du sommeil très violente. Mais bientôt, ce trouble se propagera même chez les adultes de la famille, révélant qu'un véritable démon en est à l'origine, et les tourmente. Le même démon qui tua le petit frère de l'hypniatre, qui voit donc ici une occasion de se venger, ainsi que de mettre un terme une bonne fois pour toutes aux agissements de cette créature. Mais ici, outre la paralysie du sommeil, les hallucinations sont beaucoup plus fortes et la créature est une sorte de haute silhouette uniquement faite d'ombre qui semble être capable de manipuler les cauchemars de ses victimes. Comme dans Dead Awake, la créature vit dans le vide qui sépare le monde des rêves du nôtre et ne peut s'attaquer qu'à ceux qui finissent par tomber entre les deux, comme les somnambules par exemple. Elle est appelée ici fantôme nocturne. Le film a été assez mal reçu par la presse comme par les spectateurs, ce qui est dommage et sans doute un petit peu injuste. Il est beaucoup plus original que celui dont j'ai parlé avant, sa mise en scène est efficace et nous présente quelques bons moments d'angoisse, notamment durant les scènes de cauchemar, dont certaines sont particulièrement fortes et bien pensées. La créature en elle-même est assez simple, mais son design fonctionne et colle parfaitement au thème du cauchemar, et le fait qu'on ne la voit que très peu renforce encore la peur qu'elle procure. De plus, le métrage arrive très bien à nous faire comprendre à quel point elle est puissante, encore une fois, grâce à une mise en scène efficace. Les personnages sont malgré tout assez oubliables, malgré un jeu d'acteur très correct, et on retrouve le cliché du vieux fou qui en connaît long sur l'occulte, un sous Tangina Barons de Poltergeist. À noter, la fin assez pessimiste, inattendue et un rythme très bien géré, et vous avez un bon petit film d'horreur qui utilise très bien le thème de la paralysie du sommeil pour partir sur quelque chose de différent. À découvrir. Mara est un film d'horreur réalisé en 2018 par Clive Tong, dont c'est également le premier long métrage. Dans le rôle principal, nous retrouvons Olga Kurilenko dans le rôle d'une psychologue de la police que vous avez pu voir dans Quantum of Solace ou dans L'homme qui tua Don Quichotte. Mais nous avons surtout Javier Botet au casting, adepte des créatures dans le cinéma d'horreur, puisque vous avez pu le voir dans les 3 premiers Rec, Mama, Conjuring 2, Sa, Insidious 4, The Slenderman, etc. Son physique atypique, dû notamment au syndrome de Marfan, et son amour des monstres font de lui l'un des plus grands interprètes de créatures fantastiques du cinéma d'horreur. Ici, notre personnage principal s'appelle Kate, le même prénom que le personnage principal de Dead Awake, tiens donc, et doit travailler sur une curieuse affaire. Plusieurs personnes sont retrouvées mortes dans leur sommeil, dans une étrange position, le cou brisé. Kate mène son enquête de son côté et se rend peu à peu compte qu'il s'agit d'une sorte de malédiction et qu'une créature du nom de Mara tourmente des personnes qui ressentent une forte culpabilité. Elle leur laisse sa marque, sorte de rainure dans les yeux, et les fragilise petit à petit avant de finalement les tuer. Kate va donc tenter de comprendre comment combattre cette chose, d'autant qu'elle commence elle aussi à recevoir ses visites nocturnes et à subir des paralysies du sommeil intempestives. Alors, autant vous le dire tout de suite, ce film ressemble beaucoup à Slumber, mais il est beaucoup plus banal. L'histoire est très semblable, mais il n'a pas les scènes impressionnantes de cauchemar, et même la pseudo-malédiction rend l'intrigue moins originale, et est en plus assez abstraite, faisant plus office d'excuse pour la présence d'éléments surnaturels que de véritable histoire. La créature, elle, est assez géniale, comme souvent lorsque Javier Botet est à la distribution, et d'ailleurs, elle sauve un petit peu le film, selon moi. Les personnages sont tous assez clichés et aucun n'est attachant, à tel point que leur mort nous laisse complètement indifférents, et ce n'est pas aidé par le jeu des acteurs qui est plus qu'oubliable. Il y a quelques scènes de tension, aidées par la présence de Botet et par une musique efficace, et à nouveau, la paralysie du sommeil est assez bien utilisée, bien qu'elle puisse sembler répétitive à force. Enfin, le final est plutôt bien trouvé et permet d'arrêter le film avec une note positive.
La première chose qu'on peut constater, c'est que ces films, à l'exception de Nightmare, ont tous plus ou moins la même structure narrative, ils sont extrêmement semblables. Une héroïne qui enquête sur des morts dues à des paralysies du sommeil, une créature surnaturelle qui en est la cause, et une fin négative. On peut donc trouver que c'est dommage qu'un sujet aussi riche que la paralysie du sommeil soit quasiment toujours utilisé de la même manière, ça gâche un petit peu le potentiel. De plus, ces films ne sont pas de très bonne qualité. Le meilleur selon moi est Slumber, qui n'est pas non plus grandiose. Le cinéma d'horreur semble donc passer un petit peu à côté d'un thème pourtant riche et qui lui convient parfaitement. Mais ce qui est intéressant à constater avec la paralysie du sommeil, c'est qu'elle permet de faire un parallèle avec le cinéma d'horreur lui-même. Un personnage victime de ce trouble du sommeil se retrouve impuissant à assister à une scène terrifiante, un peu comme nous devant un film qui nous terroriserait. Et la question est-elle, vivons-nous vraiment ? Ou nous trouvons-nous dans une sorte d'entre-deux, en plein rêve? En tout cas, pour mon souci personnel, ces films me laissent assez pessimiste. Je n'ai pas vraiment de solution pour empêcher ces intrus nocturnes de continuer à me tourmenter. Donc, j'ai décidé de céder à un vieil adage, il faut combattre le feu par le feu. Alors, je me mets en quête d'un allié qui me permettra de défaire ces créatures et cette paralysie du sommeil qui m'empêche de me concentrer à 100% sur mes recherches et mon exploration de la dimension horrifique. Et qui sait de quoi l'avenir sera fait? Merci à tous de continuer à me suivre, nous sommes plus forts ensemble. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.